Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du monde médico-social. Je suis Arnaud Chevalier. Après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'ai décidé d'utiliser mon expérience pour travailler sur les outils qui vont permettre de simplifier et d'améliorer le quotidien des usagers et des équipes. J'ai créé ce podcast pour partager les belles réalisations ou les retours d'expérience entre les acteurs du secteur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à le partager. Aujourd'hui, c'est Fabrice Talandier, directeur régional Hauts-de-France des Petits Frères des Pauvres, qui va nous présenter la Maison du Til à Beauvais. Un projet de colocation à responsabilité partagée pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Bonjour Fabrice, aujourd'hui sur le podcast, on va parler de la Maison du Til des Petits Frères des Pauvres. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu t'appelles Fabrice Talandier et tu es le directeur régional Hauts-de-France des Petits Frères des Pauvres. C'est bien ça. Merci de l'invitation. Alors, la colocation Alzheimer à responsabilité partagée des Petits Frères des Pauvres se situe à Beauvais et c'est un habitat partagé qui a ouvert en 2016, qui a cette spécificité que ce n'est pas un étabbissement médico-social. D'accord. On parle de colocation. C'est une colocation. Alors, pas au sens où les étudiants qui écouteraient ce podcast peuvent l'entendre, mais qui serait plutôt une sorte un mixte entre une colocation et une communauté de vie. Ce sont des proches de personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés qui ont décidé il y a quelques années qu'il manquait un espace, un lieu, un mode de vie pour des personnes malades qui ne peuvent plus rester dans leur domicile parce que ça devient trop compliqué et on connaît parfois la difficulté qu'ont les aidants et notamment les aidants âgés à être au quotidien avec leurs proches et l'établissement. Et donc on a créé cette colocation à responsabilité partagée avec 6 chambres. Donc c'est une maison bourgeoise sur Beauvais où il y a 6 chambres où chacun est colocataire et donc loue sa chambre et partage les espaces de vie. Et on va le dire simplement comme ça. Aujourd'hui, avoir une continuité de présence d'une auxiliaire de vie, d'un service d'aide à domicile, quand on est tout seul chez soi, ça demande des moyens qui sont rarement accessibles. Par contre, quand on a 5, 6, 7 personnes qui se disent on mutualise nos auxiliaires de vie, on mutualise nos heures APA, nos heures PCH, pour pouvoir avoir une présence continue 24 sur 24, c'est possible. Et aujourd'hui, la colocation, c'est ça, c'est ces 7 colocataires qui mutualisent, et donc on a une présence toute la journée et une présence la nuit également. Et le premier effet de cette présence, c'est que les conjoints des colocataires qui ne vivent pas sur place, ou les enfants, retrouvent la place qu'ils devraient avoir, c'est-à-dire je retrouve ma place d'épouse ou d'époux, je retrouve ma place de fils ou de fille, et non plus d'aide-soignant, auxiliaire de vie, etc. Et ça, c'est vraiment assez génial dans ce qu'il se produit. Et puis il y a, à côté de ça, donc, des auxiliaires de vie, un cabinet infirmier qui vient faire les soins, mais qui est choisi librement par les colocataires. Donc potentiellement, les colocataires pourraient tous avoir des infirmiers différents. Après, là, le cabinet qui connaît bien les problématiques liées à la colocation et à la maladie a été choisi par l'ensemble des colocataires. On a donc les familles qui retrouvent leur place. On a 2 services civiques qui sont là pour mettre du lien au quotidien,
avec les colocataires, aider à la préparation des repas, faire des jeux, aller se promener, aller faire un tour en ville. Et puis on a une équipe de bénévoles Petits Frères des Pauvres qui, comme on pourrait le faire ailleurs, c'est-à-dire soit dans une ville, soit dans un établissement, est là pour faire le lien qui peut être amoindri à un moment donné, puisque on a aussi des colocataires qui ont des conjoints ou des enfants qui travaillent, et que la présence est souvent le week-end des enfants. Et donc la semaine, les bénévoles viennent, soit pour faire une sortie, aller en ville, on a de la chance d'avoir un grand jardin, d'avoir un potager, et donc de faire comme si d'avoir du lien au long cours tout au long de l'année. Avec les personnes qui habitent là. Et il me semblait avoir compris que les familles ont quand même un rôle à jouer. Ils retrouvent leur rôle de conjoint, d'enfant, mais est-ce qu'ils ont aussi un engagement et une participation dans la maison? Alors, c'est cette notion de responsabilité partagée. Donc, il n'y a pas de directeur, parce que c'est une colocation, c'est pas un établissement, donc il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de responsable d'établissement. On a une instance qui s'appelle le conseil de colocation, où chaque colocataire a un représentant. Et on a également un représentant des auxiliaires de vie, un représentant du cabinet fermier, et un représentant des petits frères et des bénévoles. On décide collectivement, dans ce conseil de colocation, des choix qui s'imposent à tous. Par exemple, est-ce qu'on décide de prendre des plats au service de portage de repas, ou est-ce qu'on décide d'avoir 1 heure de plus d'auxiliaire de vie le midi pour faire à manger? C'est un choix qui est partagé par les familles. Et le choix a été fait, bien évidemment, de faire les repas à la maison. La question, par exemple, à un moment donné, on a vu qu'il y avait un petit peu de perte d'autonomie des colocataires. C'était de se dire, est-ce qu'on met des barres de maintien? Où est-ce qu'on les met? Comment on les met? Avec la volonté derrière, qui est de ne pas, faire comme dans un établissement. On a une vraie volonté de sécuriser le bâtiment, mais d'être chez soi. Donc avec la prise de risque que l'on a au domicile. Et donc le choix a été fait en conseil de colocation de faire venir un ergothérapeute qui nous a aidés à aménager la maison. Et c'est les familles qui ont validé de la même manière sur comment on fonctionne, par exemple, en période de confinement, comment on utilise le jardin, est-ce qu'on accepte qu'un enfant ou un conjoint d'un des colocataires puisse emmener une autre personne faire une balade quand il emmène son proche. Voilà, c'est un espace de vie qui est partagé, on essaye de prendre les décisions à la majorité des colocataires. On a une deuxième instance qui est un comité de suivi qui est là plutôt avec un représentant de chacune des entités, plus l'ARS, le conseil départemental, pour regarder et observer un petit peu le projet. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce projet bénéficie depuis 1 an maintenant d'un financement de l'ARS dans le cadre de l'habitat partagé, qui nous permet de mettre en place un animateur de ce projet de vie sociale partagée. En fait, ce qui est assez génial dans ce modèle, c'est que effectivement, on prend des décisions qui ont souvent du bon sens, qui sont souvent faites pour faciliter la vie des uns et des autres, mais comme dans une famille, comme dans une coloc. Je ne sais pas si certains des auditeurs sont déjà partis en vacances avec des copains. Les règles des uns ne sont pas les règles des autres. Et donc, cet animateur, il est là pour essayer d'apporter une forme de régulation dans l'ensemble des acteurs de la colocation, puisque, et je le mets souvent comme anecdote rigolote, à un moment donné, un des colocataires va au marché de Noël et il y a du vin chaud
Et est-ce qu'on a le droit, en tant que bénévole, en tant qu'acteur de la maison, de proposer un vin chaud? Comment ça se décide? Et on voit que c'est des sujets qui peuvent parfois être interrogeants, parce qu'on n'a pas tous la même posture, mais là, l'animateur, il a un vrai rôle de remettre du sens, de remettre le sens du projet, le sens de la démarche. Parfois de gérer aussi les petits conflits, mais qui sont souvent liés par la fatigue, l'état émotionnel. Aujourd'hui, on a 4 ans d'ancienneté dans cette colocation. On a eu des départs, on a de nouvelles arrivées. On s'aperçoit qu'il faut remettre et réinterroger le projet. On est en train de, non pas réécrire le projet d'établissement, puisque ce n'est pas un établissement, mais on réécrit le projet de vie sociale partagée en ce moment, en se disant, ben voilà, ça fait 3 ans que ça a fonctionné à plein régime. Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut ajuster? Est-ce qu'il y a des choses que l'on veut modifier? Et là, on est en pleine phase de finalisation de cette nouvelle écriture. Économiquement, le modèle, il n'est pas moins cher qu'un établissement, puisqu'il y a un coût de location qui est de 230 € pour la chambre, un coût de participation aux frais de vie quotidienne, de nourriture de 400 €, donc on est à 630 €, et ensuite il y a le coût des services d'aide à domicile qui globalement s'élève à 2300 € hors aide. Donc il faut déduire la part, il faut déduire le crédit d'impôt, qui est un vrai avantage, puisqu'on a aujourd'hui jusqu'à 10 000 € de crédit d'impôt pour l'emploi de services à domicile. Donc on n'est pas sur des coûts qui sont anecdotiques, hein, ça a quand même un coût, mais on s'aperçoit qu'on arrive à avoir un modèle qui globalement n'est pas ni plus cher ni moins cher que l'EHPAD, mais qui est complémentaire dans l'approche et dans les besoins. Et donc c'est là où je trouve qu'il y a une vraie, et notamment en sortie de confinement, qu'il y a une vraie logique de complémentarité entre une culture domiciliaire extrêmement forte aujourd'hui, extrêmement demandée, une situation des établissements où on s'aperçoit qu'à un moment donné, l'établissement est une réponse à un besoin, à un souhait, voire à une problématique particulière, et qu'entre deux, parfois, il y a des espaces. Et dans le film qu'on a réalisé pour présenter la colocation, qu'on peut retrouver sur Vimeo, Petit Frère des Pauvres, on se dit qu'il y a 3600 colocations Alzheimer en Allemagne. Ouais, c'est impressionnant. Et qui existe depuis les années 80. Voilà, je pense que entre nos copains canadiens et nos copains allemands, on a quelques enseignements à tirer. Mais ce qui veut dire que les marges de progrès et les invitations qui sont faites, c'est plutôt de développer ces outils, pas pour remplacer les établissements, mais vraiment pour avoir une offre de vie complémentaire. Cette approche de colocation, c'est une alternative qui peut être intéressante par rapport à l'EHPAD, mais quel type de public, de personnes ou de familles ça va attirer? Alors aujourd'hui, on attire essentiellement des personnes pour lesquelles il y a une évolution de la maladie et où la famille n'est pas encore prête, je vais le dire comme ça, à imaginer une entrée en établissement. Ouais, je vois bien l'idée. Et déjà, l'entrée dans la maison, c'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'on a une place une place de disponible, on a une liste d'attente et les gens nous disent oui, mais je pense que papa, maman ou mon conjoint peut encore rester quelques semaines, quelques mois à la maison. On voit là toute la complexité de cette maladie et des choix qui sont à faire, mais voilà, nous on est plutôt sur des personnes qui sont en GIR4 à peu près, à l'entrée. Sur un début de maladie d'Alzheimer. Sur un début de maladie d'Alzheimer, mais
parfois liées avec de la perte d'autonomie. Et voilà, après, la maladie évolue et aujourd'hui, on a plutôt des personnes qui sont gérées d'eux, mais qui poursuivent jusqu'à ce que ce ne soit plus possible, puisque le choix qu'on a fait, c'est d'avoir une maison qu'on n'a pas aménagée, donc on n'a pas d'ascenseur dans la maison. D'accord. Les chambres sont à l'étage, et donc il y a une problématique qui est la problématique de l'accès et de la mobilité. On a un gros projet immobilier de rénovation de la colocation, ou plutôt de reconstruction de la colocation, puisqu'on va éviter de faire des travaux en site occupé, mais on réfléchit à comment reconstruire à côté de la coloc une nouvelle colocation, avec là effectivement aussi les enseignements qu'on a pu tirer, c'est-à-dire que aujourd'hui on a des salles de bain partagées et on s'aperçoit que c'est pas toujours simple d'avoir des salles de bain partagées, notamment dans la mixité. C'est pas toujours simple d'avoir une seule salle de restauration, puisque avec l'évolution de la maladie, les comportements des uns peuvent heurter les autres, et que comme on est dans le non-jugement et que chacun a sa place, comment on s'ajuste. Donc voilà, on va construire je pense d'ici 3-4 ans, on verra sortir une nouvelle colocation avec effectivement des espaces communs un petit peu plus dissociés, des chambres un petit peu plus fonctionnelles et en rez-de-chaussée ou en premier étage, ce qui nous permettrait d'aller dans l'esprit de ce que l'on souhaiterait, c'est-à-dire jusqu'au bout du bout. Je garde moi en mémoire le témoignage de mon collègue allemand quand on a été voir les colloques de Berlin, qui nous disait mais on fait de l'achat-D en soins pâles dans nos colocations, et parce qu'on les a organisés de telle manière à ce que même quand la maladie se complexifie de manière extrêmement forte, on n'est pas obligé d'envisager les soins palliatifs à l'hôpital ou l'EHPAD. C'est une deuxième rupture dans le parcours. Voilà. Ok. Et alors, peut-être avant de conclure, mais quel bilan vous dressez, quel impact ça peut avoir au quotidien sur à la fois les familles, les résidents, quel retour ils peuvent vous faire ? Alors, les familles, c'est ce qu'on voit dans le film. Certains ont appelé ça la petite maison du bonheur. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de cette forme de communauté de vie, j'allais dire, de retrouver du lien. Je n'irai pas jusqu'à dire que la coloc ralentit la maladie, parce que c'est pas vrai, mais elle permet de passer ces étapes d'évolution de la maladie de manière plus sereine et plus apaisée que peut-être si on était soit au domicile, soit en établissement. Donc c'est vraiment un lieu d'apaisement et de sérénité, en fait. C'est vraiment ça, il y a vraiment de la satisfaction, et puis la satisfaction de pouvoir suivre, de pouvoir continuer ce qui avait été initié avant. On pense notamment au halte-répit, aux activités. Parfois, il y a des cafés, il y avait des cafés mémoire où certains colocataires ont continué à aller pendant très longtemps. C'est-à-dire que on conserve ce que nous disent les familles, ce qui est génial et ce qu'on n'aura peut-être pas retrouvé forcément en établissement, c'est cette ouverture sur le quartier. Et cette ouverture c'est-à-dire que les activités se font aussi et beaucoup en dehors de la maison et pas dans la maison. Et ça, c'est aussi une vraie richesse. Après, aujourd'hui, on est aussi en train d'organiser des activités dans la maison parce que pour certains, c'est compliqué de sortir. La question, l'enjeu pour demain, c'est comment justement maintenant on fait venir des gens du domicile participer à des activités dans la maison, ou des gens, des résidents d'EHPAD participer, c'est-à-dire comment on ouvre aussi encore plus la maison sur l'extérieur. Aussi cette question d'ouverture sur l'extérieur, oui. C'est là où on voit les
les petits liens aussi avec l'EHPAD, le domicile, et comme quoi vous êtes au centre. Tu disais 4 maisons en France. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que vous avez des idées? Oui, alors je pense qu'il y a plein de projets, on commence à en voir un petit peu partout. La question c'est, il ne faut pas se voiler la chasse. On l'a fait à Beauvais parce qu'il y avait effectivement des familles et on a pu acheter cette maison parce que c'était Beauvais. Je pense que dans les villes avec des fortes tensions immobilières, le coût de l'immobilier de la maison, on a dû la payer 500 000 € de mémoire pour une maison avec 7 chambres, un jardin de 1500 mètres carrés en plein centre-ville. Mais c'est en ville. C'est en ville. Voilà, sur l'île, c'est plus compliqué de trouver, puisque l'objectif de la maison, c'est d'être ouverte sur le quartier. Donc il y a des projets, et notamment avec des bailleurs sociaux. Puisque les bailleurs sociaux construisent des immeubles et on peut très bien imaginer un rez-de-chaussée de 2 T5 réunis, voilà. Et je sais que mes collègues de Rhône-Alpes sont en train de se dire, dans les Hauts-de-France, ils ont eu un projet sympa, il est génial, on va se servir de cette expérience pour aller jusqu'au bout de l'expérience, où on va accompagner des personnes âgées malades dans cette colocation, mais des personnes qui n'ont plus de famille, donc des personnes publiques isolées et à faible revenu. Et en se disant, si on arrive à faire des faibles revenus, donc des gens qui sont plutôt minimum vieillesse et qui n'ont pas de famille, et qu'on arrive avec une équipe de bénévoles, avec des partenaires, à monter ce projet-là, on aura montré qu'il a la possibilité de se développer, de se dupliquer. Nous, on n'a pas, en tant que Petit Frère des Pauvres, vocation à développer ce nombre de colocations. C'est pas notre rôle. Nous, on a testé, on a innové. Là, on est plutôt en train de se dire, ceux qui veulent voir ou qui veulent avoir les outils qu'on a développés pour essayer de le déployer, venez, on vous donne les outils, prenez-les, développez. Voilà, c'est une invitation au partage. Ah, super. Écoute Fabrice, merci pour ton témoignage, et alors j'invite tout le monde à regarder la vidéo sur Vimeo, qui est vraiment intéressante et même pleine d'émotions, et merci encore pour toutes ces infos. Merci à toi et à bientôt. J'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.